Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, qui n'a pas vu le jour se lever sur la Seine ignore ce que c'est que ce déchirement qu'emprise sur le fait la nuit qui se dément, se défend, se défait, les yeux rouges obscènes, et Notre-Dame sort des eaux comme un aimant. Ces mots, ce sont ceux de Louis Aragon. Il exprime la magie, la force d'un édifice qui nous a éblouis et qui s'est enflammé. En s'effondrant le 15 avril dernier, la flèche de Notre-Dame de Paris emportait dans sa chute un peu de notre vanité qui pouvait nous faire croire qu'elle serait immuable. Le lien tissé depuis 160 ans entre la terre et le ciel se rompait brutalement et c'est tout un idéal qui se consumait en même temps que les pierres. Cette flèche portait le sceau de l'audace en même temps que celui de la dévotion. En s'affranchissant de la pesanteur, elle portait le signe d'un génie humain que l'architecture a longtemps, toujours peut-être, cherché à immortaliser dans le roc. Et sans doute, comme l'a suggéré l'architecte et urbaniste Catherine Tricot, l'art gothique dont Notre-Dame est un emblème, constitue-t-il un jalon entre les Grecs et les Lumières? Et c'est la première architecture rationaliste qui a façonné une tradition française particulièrement riche et qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Peut-être n'y avez-vous pas songé, mes chers collègues, mais dans un bâtiment comme par exemple Beaubourg, qui, à cette structure apparente, est reportée à l'extérieur du bâtiment. Notre-Dame de Paris s'élève en incarnant l'émancipation humaine qui ne s'épanouit pas d'une seule manière, mais trouve de multiples chemins pour advenir. Éternelle métaphore, filée au cours des siècles, d'un génie s'extirpant de sa condition, elle est ce chaînon de la liberté dont nous sommes aujourd'hui les tributaires. En s'abîmant il y a un peu moins d'un mois, le souffle de Notre-Dame de Paris a ouvert nos yeux sur la fragilité de notre patrimoine. La cathédrale devenait à sa manière une lanceuse d'alerte et nous faisait éprouver une réalité que nous cachions à nous-mêmes. S'il est vrai que nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants, nous avons eu ce soir-là un aperçu du vide et c'est peu dire qu'il nous a donné le vertige, et d'ailleurs pas seulement en France. Et cela nous rappelle que rien n'est éternel, l'histoire est un livre qui jamais ne se referme. Il nous aura fallu la combustion de centaines de tonnes de bois et de plomb pour nous rappeler à cette évidence. Mes chers collègues, je crois pourtant que Notre-Dame de Paris a rarement été aussi vivante qu'aujourd'hui. Cet incendie fut comme une blessure qui rappelle d'un coup au corps l'existence d'un membre. Et ce que le monument perdait dans les braises, il le regagnait dans notre cœur à toutes et à tous. Parce que sur les décombres, nous avons vécu un formidable moment d'échange. Et je crois que le nom de Viollet-le-Duc n'a jamais été aussi cité qu'aujourd'hui, sauf peut-être évidemment à son époque. Alors que la flèche de la cathédrale s'effondrait avec fracas, elle renaissait partout, dans les rues, dans les bars, dans les maisons, dans les écoles de notre pays. Cette émotion collective fut aussi de vivre ensemble le bonheur de partager un commun. Cette cathédrale, bien sûr, n'appartient à personne et de fait, elle appartient à tout le monde. Et cela s'est vu. Les discussions ont été nombreuses, animées, polémiques ou sereines. Mes chers collègues, j'avoue que ce fut une surprise heureuse que de voir soudain notre pays emparé de cette vitalité intellectuelle, culturelle, artistique, et je dirais même que c'est une bonne nouvelle pour qui, comme moi, se plaint si souvent de la faiblesse du débat culturel. Je tiens donc en préambule à rendre hommage à toutes celles et ceux, spécialistes, amateurs, néophytes, qui ont nourri ce moment d'affect, ce moment d'échange, à toutes celles et ceux qui ont contribué par leur passion et leur énergie à faire vivre dans nos esprits la flamme, que l'on souhaite éternelle celle-ci, de Notre-Dame de Paris. La retombée fut cependant un peu rude. 5 années. Le verbe présidentiel est ferme, il est tombé comme un couperet. Le président de la République, qui renoue pour l'occasion avec son rôle autoproclamé de maître des horloges, donne 5 années pour rebâtir le monument. 5 années pour un édifice qui en a plus de 800. On l'imagine dire à ses conseillers, on ne va quand même pas attendre 107 ans. Eh bien, 107 ans, c'est précisément le nombre d'années qu'il a fallu pour ériger la cathédrale. Et c'est là l'origine de l'expression consacrée. Mais non, 5 ans.
Alors que tout dans cet effondrement nous invitait à l'humilité et au respect des savoir-faire, à l'acceptation de la lenteur qui est mère de l'exigence, au temps long des bâtisseurs et des ouvriers, pour reprendre l'expression de l'époque, la parole présidentielle avait des airs de caprice. Il aurait fallu prolonger le temps de l'échange de manière démocratique et collégiale pour que les débats sur cette reconstruction infusent dans chaque pli de notre société. Mais Emmanuel Macron nous offre 5 ans, un général pour superviser les travaux et un régime d'exception pour les encadrer. Les pierres étaient à peine refroidies que déjà la mécanique du pouvoir macronien se mettait en place avec autorité pour exiger que la cathédrale soit remise debout avant les Jeux Olympiques de 2024. Une vieille dame vient de chuter et avant même de faire un diagnostic sur son état, on lui prescrit une ordonnance, des anxiolytiques, un régime et on lui demande de préparer un marathon. Avec cette loi, mes chers collègues, le gouvernement oublie que gouverner, c'est prévoir. Alors que les stigmates encore fumants de Notre-Dame de Paris constituaient un vibrant plaidoyer pour la protection de notre patrimoine, pour une réflexion inscrite dans le temps long, l'incendie devenait soudain un jalon supplémentaire dans la communication présidentielle. Réfléchir, mes chers collègues, c'est fléchir 2 fois, comme le dit l'écrivain Alain Damasio. Or, avec Emmanuel Macron, nous avons sauté visiblement les étapes. Et la loi qui nous est soumise accélère plus encore le processus. Je ne suis donc pas surprise que la réponse consiste à une levée de fonds et à une loi d'exception. Pour sauver Notre-Dame, c'est la charité d'un côté, la dérogation de l'autre. Me reviennent alors les mots de Victor Hugo, qui a été abondamment cité ces dernières semaines, et à raison, mais que nous ferions bien d'écouter. Il nous dit « L'histoire a été presque toujours écrite jusqu'à présent au point de vue misérable du fait. Il est temps de l'écrire au point de vue du principe. Le principe de la loi d'exception, contenu dans l'article 9, entérine la domination du fait sur le principe. Il recouvre aussi d'un voile de pudeur le cortège de monuments abîmés qui se trouvent dans le sillon de Notre-Dame de Paris. Ce n'est ni la première ni la dernière fois, malheureusement, qu'un édifice est menacé d'effondrement, de sinistres, sans parler de milliers de bâtiments patrimoniaux mis en danger par la baisse des crédits. Tout principe d'exception est un coup de canif dans le contrat social et je constate qu'en Macronie, malheureusement, bien souvent, le régime d'exception est adopté. Avec cette loi, le gouvernement s'aventure au fond dans une politique de gribouille, car en proposant une dérogation aux législations qui encadrent la restauration, l'archéologie, la sécurité, l'urbanisme, le respect de l'environnement ou encore tout simplement les marchés publics, il fragilise ce qui nous a permis de sauver ce qu'il reste de Notre-Dame de Paris. Il crée un dangereux précédent et s'attaque au socle commun d'une législation fondée sur la collégialité, la rigueur et le sens du service public. Un texte de loi qui instaure des dérogations nous est proposé alors même que les procédures existent pour faire face à cette restructuration, cette refondation de Notre-Dame. Et ces procédures, elles sont le fruit d'un savoir et d'une expérience accumulée que l'incendie nous invite plus que jamais à valoriser. Vouloir s'en affranchir revient à se priver d'une expertise indispensable au devoir d'excellence qui est le nôtre aujourd'hui face à ce drame. Je comprends l'idée, après tout. Il est vrai que les idées ont fusé pendant l'incendie et certaines d'entre elles ont pu nous inviter à prendre quelques libertés avec nos propres règles. Donald Trump, par exemple, proposait de déployer des Canadair. Les boucliers levés devant cette proposition inepte sont les mêmes qui se dressent aujourd'hui devant la loi que nous étudions et je pense que cela doit vraiment nous faire réfléchir, mes chers collègues. L'injonction à l'immédiateté menace tout notre patrimoine. Et cette loi ne fait que mettre un pansement sur une plaie alors que tout le corps en est couvert de semblables. Alors comment ne pas comprendre les professionnels du patrimoine, les élus, les associations qui s'élèvent contre ce choix? La réglementation actuelle est pointue et laisse à l'État, en l'occurrence le ministère de la Culture, toute une latitude nécessaire à la rénovation de l'édifice, alors que ce chantier doit être exemplaire, donner à voir les préoccupations de notre temps et marquer de notre empreinte un monument qui n'a jamais cessé de vivre. La précipitation du gouvernement met tout cela en péril. Les spécialistes s'accordent tous pour dire qu'une restauration en 5 ans
fait peser des risques importants pour le chantier, parce que additionner des professionnels sur le site revient concrètement à multiplier les dangers de sinistres. Et par ailleurs, cela revient aussi à priver le nombre de chantiers de compagnons et d'œuvriers, je conserve l'expression, qui seront de fait affectés à celui de la cathédrale, alors que la baisse des crédits a fortement diminué le nombre d'entreprises spécialisées dans le patrimoine. Cette désaffection porterait un coup dur à de nombreux travaux de réhabilitation déjà engagés dans notre pays. Comme je l'ai lu dans La Croix, journal peu suspect de vouloir ralentir, évidemment, les délais de restauration, l'article 9 du projet de loi prévoit la possibilité de s'affranchir de certaines garanties en matière de transport et de déchets. Des élus et des ONG s'inquiètent, et on les comprend, d'autant que le site contient du plomb. Alors, mes chers collègues, faisons bien attention, exerçons notre vigilance au Parlement, à l'Assemblée nationale, pour que ces manquements au droit commun ne soient pas réalisés. Le Premier ministre a dit vouloir doter Notre-Dame d'une nouvelle flèche adaptée aux techniques et enjeux de notre époque. Mais comment pourrait-on mieux incarner ces techniques et ces enjeux de notre époque en respectant les règles qui en sont l'émanation directe, façonnées par des siècles de pratiques, sauf à considérer que la médiocrité et la primauté de l'économie sur le patrimoine constituent des enjeux de notre époque, mais peut-être ne vivons-nous pas dans la même époque. Venons-en maintenant justement au sujet des donations. En 10 ans, mes chers collègues, le budget consacré au patrimoine architectural et aux monuments a diminué de 25%. Aussi, le volontarisme affiché par le gouvernement lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris ne doit pas occulter la tendance lourde depuis des années qui prive nos monuments des financements nécessaires à leur entretien. Nous ne voudrions pas que l'arbre qui brûle recouvre le bruit de la forêt qui se meurt. Le désengagement de l'État est une braise qui, dans tout notre pays, menace de fumer nos monuments. Et la loi que nous étudions aujourd'hui ne cherche pas à l'éteindre. Au contraire, elle entérine la démission politique d'un État qui se retrouve à négocier en marchandant ses ressources contre la générosité de quelques-uns. Après avoir lancé une loterie du patrimoine, après avoir demandé de l'argent à des donateurs américains pour boucler la rénovation de la cathédrale, nous discutons aujourd'hui d'un texte qui veut s'appuyer sur une incitation. Il faut rappeler qu'en encourageant ainsi les Français à donner pour la rénovation de Notre-Dame de Paris, le gouvernement prive de nombreuses associations et ONG de ressources pourtant nécessaires à leur viabilité. Je rappelle que les dons ont diminué de 200 millions entre 2017 et 2018. Et je précise d'ailleurs en passant que les réformes du gouvernement, ou plutôt les contre-réformes, je pense à la suppression de l'ISF et à la hausse de la CSG, ne sont pas pour rien dans cette baisse. Et avec ce projet de loi, on contribue donc à menacer l'ensemble d'un secteur associatif qui est déjà très affaibli. Si nous souhaitons que la reconstruction de la cathédrale soit le fait d'une solidarité nationale, celle-ci doit se faire par l'impôt justement réparti et distribué. En ce qui concerne Notre-Dame, cela me paraît être doublement nécessaire. En plus de l'argument que je viens d'avancer, un financement par l'impôt consacrerait le monument comme un bien commun dans la rénovation de laquelle nous serions toutes et tous impliqués. N'est-ce pas finalement l'objet de l'impôt que d'identifier ce qui relève de nos communs? Dès lors que des grandes entreprises ou des grandes fortunes investissent des millions d'euros dans les donations, l'équilibre seront entre les citoyens. Je dirais que quand Notre-Dame tombe, c'est notre impôt qui doit la relever. La course aux millions à laquelle nous avons pu assister a généré de la lassitude, de la colère aussi, de la part de celles et ceux qui voient la fortune se mettre à nu pour les pierres, après s'être tant dissimulés pour la vie humaine. Oui, les efforts consentis à cette rénovation, 800 millions d'euros promis, récoltés en 2 jours, ont montré la puissance du choc et de l'attachement à Notre-Dame de Paris. Ce qui fait la grandeur de la cathédrale, c'est sa dimension collective et son symbole vécu par toutes et tous, comme j'ai pu le dire plus tôt. C'est pourquoi tout un chacun doit pouvoir se sentir acteur de cette reconstruction. Et sans vouloir mettre en concurrence les solidarités, il nous faut, Monsieur le Ministre, entendre les critiques faites à une générosité sélective qui s'est parfois drapée d'indécence. Alors que la pauvreté est la
précarité s'accroissent dans des proportions affolantes et que tant de Français s'épuisent pour faire entendre au gouvernement des revendications sociales, environnementales que celui-ci ignore, nous voyons des centaines de millions d'euros affluer avec une célérité honnêtement rarement observée. Lorsque des dons s'accompagnent de tentatives de faire passer la défiscalisation à un taux de 90%, comprenez que cela puisse surprendre, déplaire, écœurer même. Car pendant ce temps, je tiens à rappeler ici que nombre des fortunés mécènes se sont rendus coupables d'évasion fiscale. Pour prendre par exemple le groupe Kering, détenu par la famille de François Pinault, il a échappé à 2,5 milliards d'euros d'impôts depuis 2002. Vous vous rendez compte? Ça ne vous intéresse pas, hein, les milliards de l'évasion fiscale. Je vous remercie beaucoup. Le don, je sais, je vous vois. Poursuivez, Madame Autain, s'il vous plaît. Le ministre vous répondra ultérieurement. C'était pour réveiller l'Assemblée, mais je vois elle suit. Elle suit parce que je sais que sur ces bancs, nous sommes quand même nombreux à ne pas accepter cette évasion fiscale et quand même de considérer l'indécence à l'œuvre. Donc, je parlais des Pinault, le don de 100 millions d'euros paraît soudainement à relativiser. Au regard des 2,5 milliards d'euros d'impôts qui sont passés en fumée, je pense qu'il faut faire très attention. De là à dire, avec Paul Lafargue, que la philanthropie, c'est voler en grand et restituer en petit, il n'y a finalement qu'un pas. La question se pose aussi de l'avenir des donations. Nous avons dépassé le milliard d'euros quand les spécialistes semblent s'accorder pour dire que la réparation de l'édifice devrait coûter 700 millions d'euros. Vous disiez qu'on ne savait pas, mais il y a en tout cas des évaluations qui sont de cet ordre de grandeur. Non, je ne sais pas plus, je regarde les spécialistes, mais nous savons qu'il y a une enveloppe qui peut être de cet ordre-là. Et la question qu'on est en droit de se poser, c'est où seront affectées les sommes qui ne seront pas utilisées. Elles pourraient servir à restaurer certaines pièces de la cathédrale qui prennent la poussière dans les réserves du Louvre. Elles pourraient aussi servir à monter une exposition des œuvres de Notre-Dame, le temps que dure la restauration. Elles pourraient enfin servir à d'autres édifices qui s'effondrent et attendent depuis des lustres quelques subsides pour se maintenir debout. Nous en avons découvert dans les médias de nombreux depuis le 15 avril. Mais avec un peu d'ambition, nous pourrions aussi les affecter à la reconstruction de la flèche de la basilique de Saint-Denis, berceau de l'art gothique, qui a été détruite au XIXe siècle et qui est pour l'heure financée par un système de visites payantes et de mécénat. Il me semble que nous pourrions utilement mettre au pot pour cette basilique, puisque là, le coût de la reconstruction s'élève à 28 millions d'euros, il est évalué précisément, et que nous pourrions également mettre à profit le temps de rénovation de Notre-Dame pour valoriser cette majestueuse, cette magnifique basilique de Saint-Denis. Le Premier ministre a indiqué ne pas vouloir trahir les donateurs en affectant l'argent à autre chose qu'à la restauration de la cathédrale. Mais ne sommes-nous pas en train de trahir notre patrimoine en laissant béantes des fissures qui n'attendent que de s'ouvrir davantage? Allons-nous, pour honorer la promesse présidentielle, chercher à embellir Notre-Dame en la recouvrant d'or? Ces débats, mes chers collègues, sont nécessaires pour répondre aux aspirations de nos concitoyens, pour ne pas tuer dans l'œuf la respiration démocratique et culturelle qui s'est enclenchée. Et je crois qu'il faut faire vivre partout et pour tous ces questions qui peuvent réconcilier notre pays avec son patrimoine, avec la culture, avec la démocratie. Donc il faut du temps et une méthode qui, loin même des ordonnances promues dans cette loi, permettent un processus démocratique digne de notre époque. Enfin, je tiens à conclure en rappelant un point que j'ai déjà évoqué rapidement, mais qui doit se trouver au centre de nos préoccupations, et Éric Woerth en parlait tout à l'heure. Il s'agit de l'esprit dans lequel doit être faite la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Restauration, reconstruction. Oh, débat déjà, vaste débat sémantique qui a son intérêt tout à fait. Et nous devrions prendre le temps, qui n'est pas que sémantique, qui est un débat de fond. Et j'y viens et vous allez comprendre pourquoi j'utilise ce terme-là. Permettez-moi avant d'avoir une pensée pour les 67 personnes qui travaillaient au sein de la cathédrale et qui vont pour la plupart se trouver au chômage à partir du 15 mai prochain. Il me semble nécessaire que ces femmes et ces hommes qui ont fait vivre le monument
puissent bénéficier de nouveaux emplois, que ce soit dans les chantiers d'entretien et de restauration ou en interface avec les différents publics. Alors, mes chers collègues, le chantier à venir doit être construit avec l'exigence d'honnêteté et l'honnêteté de l'exigence. Nous avons pu le voir, la cathédrale est un immense symbole d'émancipation. D'un point de vue technique, symbolique et historique, elle est un murmure de liberté qui doit se prolonger dans les années à venir. La cathédrale ne sera pas identique à ce qu'elle a été. Déjà, il faudrait même savoir ce qu'elle a été. Elle n'a pas toujours été la même chose. Elle ne sera pas identique à ce qu'elle a été. Elle ne le peut pas. Et le drame, je le crois profondément, ne saurait être masqué, nié. L'incendie fait partie désormais de l'histoire de Notre-Dame de Paris. Et sa reconstruction sera un mélange de continuité et d'apports techniques, architecturaux, plus encore d'un signal qui relève de notre temps, de notre époque. Victor Hugo écrivait que le temps est architecte et le peuple maçon. Alors, que nous enseigne notre temps, mes chers collègues? Quelle image voulons-nous donner à celles et ceux qui continueront à regarder, comme nous l'avons fait, la majesté d'un monument en songeant à ses bâtisseurs? Quels rêves voulons-nous inspirer et quels imaginaires voulons-nous faire grandir? Ces interrogations me semblent essentielles et, comme toute catastrophe, le sinistre nous a tendu une forme de miroir. L'émotion collective, les instants de recueillement, qu'ils soient religieux ou non, les considérations politiques sur ce qui nous anime, les préoccupations techniques, architecturales, sur ce que cela dit de notre patrimoine, ces espaces de discussion, mes chers collègues, sont nécessaires pour que ce moment de partage ne soit pas confisqué par un simple vote de discipline. Notre-Dame de Paris peut être l'instrument d'une renaissance, je le crois profondément, et d'une reconquête patrimoniale et écologique. De même que la croisée d'ogives permet de concentrer la poussée sur un point, au sommet d'un pilier, l'incendie dont nous avons été les témoins malheureux pourrait constituer un sursaut dans la défense de nos